Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver et à mon tour je vous souhaite une excellente et heureuse année 2026. À la une de ce 9 décembre, deuxième vendredi de l'année, du beau monde à Monaco pour les fêtes de fin d'année. Les hôtels de la Principauté ont affiché complet, les animations ont également fait le plein de touristes venus en nombre des 4 coins de l'Europe. Guy Antonielli, directeur du tourisme et des congrès, sera notre invité dès le début de ce journal pour nous parler de cette belle saison. Le Novotel Monte-Carlo accueille les championnats d'Europe féminins d'échecs jusqu'à dimanche. Les championnes s'affrontent en blitz et rapide. Rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous verrez, nous leur avons rendu visite. À quoi ressemblera l'éducation de demain? C'est l'objet d'une conférence qui se tient pendant 2 jours à l'ISM. Des professeurs et experts sont venus du monde entier pour en discuter. Vous découvrirez quelles sont leurs idées. Et puis nous finirons en musique avec le retour des Thursday Live Sessions au Grimaldi Forum. Hier soir, c'est le groupe niçois Matt Liquor qui a investi la scène de l'Espace Indigo. Les fêtes de fin d'année ont ravi les hôtels et tous les acteurs du secteur touristique à Monaco. Ils ont eu beaucoup de passages. La saison des fêtes, comme celle de l'été, est toujours un moment clé pour la fréquentation. Quels sont les chiffres et les spécificités de cette année à retenir? Faisons le point avec Guy Antonielli qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info, directeur du tourisme et des congrès. Monsieur Antonielli, première question, en quelques mots, comment caractérisez-vous cette période des fêtes 2025-2026 ? Tout d'abord, comme vous le dites, c'est une période des fêtes et je tiens à vous souhaiter, à vous et à tous nos téléspectateurs, une très belle année 2026, à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Ceci dit, vous avez pu constater comme moi que la Principauté a accueilli beaucoup de visiteurs dans les hôtels, mais également beaucoup de visiteurs qui sont venus profiter des fêtes de fin d'année pour une journée ou pour une soirée en Principauté. Donc un très beau moment pour clore cette année touristique. Alors quels sont les chiffres de la fréquentation des hôtels à retenir? Quel est leur taux de remplissage en général et en moyenne? Alors, le mois de décembre est un mois assez compliqué, vous savez, parce que nous sommes au cœur de pays latins. Noël n'est pas la partie de l'année où l'on voyage le plus. Le réveillon bien plus, mais cette année, la période autour de Noël a connu une progression de la fréquentation et celle autour des fêtes de fin d'année, une légère baisse. Mais le mois de décembre dans son ensemble est positif et nous avons connu une croissance et en volume et en prix dans les hôtels de la Principauté par rapport à l'année dernière. D'où viennent les touristes de cette fin d'année? Est-ce que Monaco a accueilli de nouvelles nationalités? Alors, on a tous entendu beaucoup parler italien et français dans les rues de la Principauté. C'est ce qui se retrouve dans les hôtels de Monaco pour le mois de décembre, pour les fêtes de fin d'année. 24% de nos clients sont italiens, 20% sont français. Donc on voit quasiment déjà la moitié sur ces 2 marchés de proximité. Et chose très intéressante, nous avons un triplé derrière, quasiment à égalité, USA, Royaume-Uni et Suisse, avec 5% de part de marché chacun. Mais dans le top 10, le Moyen-Orient que l'on sait être un marché d'été, représente le 10e marché de la Principauté pour les fêtes de fin d'année. Donc une ouverture plus large que d'habitude qui est à remarquer. Quelques mots sur la communication autour des fêtes. On a beaucoup parlé du village de Noël, du retour de la patinoire sur le port Hercule ou encore des animations de la SBM. Vous avez vu la différence cette année d'une campagne de communication renforcée ? On a vu, on a entendu et on le voit sur les réseaux sociaux, la direction du tourisme via ses comptes Visite Monaco, que ce soit sur Instagram ou sur d'autres réseaux, relaie également. C'est ce qui a fait rêver les gens, c'est ce qui est salué, c'est ce qui est porteur. Et on voit énormément de reposts, des répétitions, des images faites par nos visiteurs, que ce soit nos visiteurs régionaux ou internationaux. Donc oui, cette image de Monaco festif en période hivernale est quelque chose, là aussi, qui tend à se renforcer. Ce n'est pas une nouveauté, cela fait de nombreuses années que la mairie de Monaco, que la SBM et que la Principauté dans son ensemble s'illumine pour les fêtes. Mais effectivement, les réseaux sociaux, la place que cela prend aujourd'hui dans la communication est de plus en plus importante et les clients viennent pour ça parce que c'est un moment qui fait
rêver, que ce soit les feux d'artifice, les spectacles de drones, les projections sur le casino sont saluées par tous nos visiteurs. Donc c'est venez passer un moment un peu hors du temps et hors de votre routine en principauté où les décors sont beaux, l'ambiance est agréable. Et on le répète régulièrement, la qualité est là, la sécurité est là, la propreté est là. Et on essaye constamment de travailler à l'excellence du service. Et je dis constamment parce que l'excellence n'est jamais atteinte. Et ce sont des efforts de tous les producteurs, de tous les prestataires et de tous les employés de tous ces secteurs, des efforts soutenus qui permettent de viser l'excellence. Pour parler d'avenir, quels sont maintenant les futurs événements sur lesquels vous allez concentrer toute votre attention ? Alors, janvier, les Monégasques le savent, ça va être le mois du Festival international du cirque avec tout d'abord le festival, puis le New Generation. C'est le mois du rallye WRC, mais c'est aussi également un mois très fort pour le tourisme d'affaires. Donc, cette année encore, la convention Dassault. Un peu plus difficile que l'année dernière, nous avions eu une grande convention Milwaukee qui avait fait venir des vendeurs du monde entier pendant 3 semaines. Donc ce n'est pas un événement qui se répète tous les ans. Donc d'autres événements de tourisme d'affaires qui arrivent. Mais je tiens à signaler également 2 grands événements liés à l'industrie du tourisme et à la destination Monaco. Fin février, le Forbes Travel Guide, qui est une publication reconnue aux États-Unis et de plus en plus dans le reste du monde, qui fait une classification d'hôtels, qui parle aux agents de voyage, aux journalistes, tiendra son sommet annuel pour la 2e fois à Monaco, dans les hôtels de la Principauté et au Grimaldi Forum. Et le 16 mars prochain, le guide Michelin, qui organise la cérémonie de remise des étoiles France et Monaco au Grimaldi Forum le 16 mars prochain. Donc encore de très belles occasions de mettre la destination Monaco à l'honneur. Et surtout, cela prouve l'image projetée par Monaco qui attire de plus en plus un grand nombre de médias étrangers. Voilà, et on sera nous aussi au rendez-vous pour suivre toute cette actualité. Merci beaucoup Guy Antonielli, directeur du tourisme et des congrès, d'avoir été avec nous pour tirer le bilan de cette excellente saison de Noël ce soir sur Monaco Info. Merci Théo, bonne soirée à vous. Au chapitre santé, un partenariat vient d'être reconduit entre l'Alliance Gavi et le gouvernement princier. Le Gavi, c'est cet organisme qui aide à vacciner plus de la moitié des enfants du monde contre les maladies infectieuses mortelles et invalidantes. Il était sur tous les fronts au moment de la pandémie de Covid-19. L'accord, qui existe depuis 2016, a donc été renouvelé ce matin au ministère d'État pour la période 2026-2030. Qu'est-ce que cela implique pour la principauté et quelle importance revêt cette signature ? Je vous propose d'écouter la représentante de l'Alliance Gavi d'abord et celle de Monaco pour la coopération internationale ensuite. Cette signature est particulièrement importante puisqu'elle renforce le partenariat entre Monaco et l'Alliance du vaccin Gavi et vraiment positionne l'importance de la vaccination au niveau mondial aujourd'hui. À un moment où on commence une nouvelle période stratégique. Notre partenariat avec Monaco est important puisque ça a été un partenariat dans la durée et surtout croissant pour soutenir des vies en fait. À Monaco, dans la coopération monégasque, la santé représente le secteur le plus important d'intervention et de financement, plus d'un tiers de nos financements. Et dans cette santé, il y a bien entendu des partenaires civils et puis il y a des partenaires multilatéraux, dont le Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin. Et pour le Gavi, nous investissons pour cette période actuelle de 5 ans de reconstitution des fonds 1 500 000 €, soit à peu près 300 000 € par an. Donc on a choisi depuis notre partenariat qui a donc 10 ans cette année avec le Gavi de cibler certains pays parmi les plus fragiles et les moins avancés. Donc concrètement, le Burundi, le Mali, le Niger, le Burkina Faso depuis le début de notre partenariat et notamment ces 3 dernières années, le nouveau vaccin Palu avec le Burkina puis le Mali.
En 21e journée d'Euroleague, la spectaculaire performance de l'ASM Basket hier soir qui a terrassé 101-92 le club de Valence, co-leader de la compétition. Malgré l'absence de dernière minute de Daniel Theis pour blessure, la Rocket Team s'est réveillée peu avant le quart d'heure de jeu et a livré une performance de haut vol en dépassant finalement la centaine de points à une allure folle. Avec une 5e victoire d'affilée, l'équipe s'est offert la 2e place du classement. Prochain rendez-vous jeudi 15 janvier, Monaco affrontera Paris sur le parquet de l'Adidas Arena. Du côté de la Coupe de France de football, cette fois, Monaco est attendu à Orléans demain pour les 16e de finale. Après leur victoire 2-1 face à Auxerre lors du tour précédent, les hommes de Sébastien Pocognoli comptent bien continuer l'aventure. Aventure qui se fera en revanche sans Paul Pogba. L'international ne fera pas partie du voyage ce week-end. Que peut-on malgré tout attendre de cette rencontre? Écoutez tout ce qui s'en disait en conférence de presse d'avant-match. Il n'y a pas de calcul. On a un match par semaine, on a la situation actuelle telle qu'elle est, on est ambitieux sur chaque compétition et on va aller à Orléans avec en tête que c'est le match le plus important de l'année et du week-end. Donc, et après on fera match après match comme je l'ai dit avant Lyon parce qu'on est dans cette démarche. Donc voilà, donc Orléans on y va avec beaucoup d'ambition pour faire de bonnes choses dans cette Coupe de France et les joueurs le savent. On est conscient que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant ce premier tour et on sait qu'on doit sincèrement mieux faire. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent ici, comme je le répète, vraiment on travaille vraiment dur pour changer cela, pour changer notre position au classement. Mais après voilà, je pense que comme je l'ai dit, vraiment c'est de fait de vivre ici au quotidien avec les joueurs, c'est vraiment pas des tricheurs et il y a tout le monde qui travaille, qui a l'envie de changer ça et on sait que quand on n'est pas à notre place, qu'on doit mieux faire. Voilà, coup d'envoi donc demain à 15h30. Allez, un autre genre de sport à présent. En cette fin de semaine, Monaco accueille pour la 5e fois les championnats d'Europe féminins d'échecs en blitz et rapide, avec bien sûr la présence des championnes d'Europe en titre venues défendre leur couronne. Alexandra Pani et Lionel Bernardi ont assisté ce midi aux premières rondes de cette compétition dans les locaux du Novotel Monte Carlo. Monaco, terre des échecs au féminin. Pour la 5e fois, la Principauté accueille les championnats d'Europe féminins en blitz et rapide, un événement qui devient une véritable tradition dans le calendrier international. You know that the competition will be very challenging and we love this because until the last moment we should not know who is the winner. The participant number, it's again one new record. It's more than 150 players, which is amazing to say the truth because normally even in normal championship, women championship, participants always are less than 150. So people love Monaco. Record battu encore pour cette édition, 150 joueuses s'affronteront sur l'ensemble du week-end et l'ont commencé ce championnat avec le blitz, des parties impressionnantes de par leur rapidité, en moyenne 10 minutes de jeu et seulement 3 minutes et 2 secondes de réflexion entre chaque coup. I love to be in Monaco and I love to play chess. So this is the best combination for me to be here. And I'm coming here almost every year because this is kind of tradition to come here after New Year to be here and to celebrate this tournament. So I'm super excited. Jeune prodige âgée de 10 ans seulement, Sivananda faisait partie des têtes d'affiche. Elle vient de battre l'ancienne championne du monde lors de la Coupe d'Europe des clubs. Mais il fallait compter aussi sur la jeune garde monégasque, car la fédération de la Principauté compte de nombreuses féminines dans ses rangs, à l'image de Mélissa, actuellement en sport-études échecs au collège Charles III. Donc il y a 3 minutes plus 2 secondes pour faire la partie. Et c'est un bon tournoi parce qu'il y a plusieurs gens, il y a beaucoup de gens connus. J'aime bien ce tournoi parce qu'on peut jouer contre des gens assez forts, alors que dans des tournois normaux, on ne pourrait pas forcément. Moi, j'aimerais gagner les prix moins de 1600. Et faire un bon score. Samedi et dimanche, le championnat se poursuit avec les parties rapides cette fois. Et si vous souhaitez suivre cette compétition, elle est retransmise en direct sur les plateformes spécialisées. L'International School of Monaco accueille une conférence intitulée For the Future of Learning qui s'intéresse, comme son nom l'indique, en anglais, aux méthodes d'éducation de demain. Autour de la table, des enseignants bien sûr, mais aussi des chefs d'établissement et des experts venus du monde entier pour 2 jours d'échange et de réflexion. Quelles sont leurs idées? Vanessa Dessy et Alexandra Paolini les ont rencontrées.
C'est un événement tourné vers l'avenir où enseignants, dirigeants et experts croisent leurs regards. Innovation pédagogique, intelligence artificielle et bien-être structurent les échanges à l'International School of Monaco. 2 journées pour questionner les modèles actuels et imaginer l'apprentissage de demain. L'objectif de cet événement, c'est de partager les pratiques pédagogiques entre collègues, du monde entier d'ailleurs, et de développer des connexions, mais aussi de développer l'apprentissage de nos élèves, de trouver des techniques innovatrices sur la pédagogie pour que nos élèves apprennent encore mieux. L'école de demain se dessine déjà plus inclusive, plus humaine, résolument tournée vers l'innovation. L'intelligence artificielle y devient un outil, jamais une finalité. Le bien-être et l'esprit critique prennent autant de place que les savoirs académiques. Je pense que oui, nous sommes à l'aube d'un développement technologique assez important dans l'éducation, surtout avec l'intelligence artificielle. Cependant, je pense que les écoles et les salles de classe ne changeront vraiment jamais. On aura toujours besoin de professeurs, on aura toujours besoin d'écoles, parce qu'en fait l'apprentissage quand même se fait le mieux dans un environnement social. À Monaco, cette réflexion prend tout son sens. La principauté s'affirme comme un laboratoire d'idées et d'innovation éducative. Un territoire à taille humaine tourné vers l'international où l'école de demain s'invente dès aujourd'hui. Le Grimaldi Forum a démarré l'année avec un premier concert des fameux Thursday Live Sessions à l'Espace Indigo. Vous connaissez peut-être le concept, un concert gratuit où l'on peut venir boire un verre et se restaurer en musique donc. Et ce jeudi, c'est Malt Liquor qui a investi la scène, un groupe qui ne vient pas de très loin, il est de Nice. Reportage de Fabien Bonilla, Arnaud Imbert et Julien Laugier. Ils sont 4 Niçois dans le vent. Le quatuor Malt Liquor est un groupe de rock fondé en 2016. Les 4 amis sont auteurs, compositeurs et interprètes de tous leurs titres. Les spectateurs de ces Thursday Live Sessions ont pu écouter du rock anglo-saxon, mais pas que. Malt Liquor, c'est un groupe de 4 amis en fait. Et nous, on s'identifie comme, je dirais, du rock alternatif, parfois un petit peu métal et parfois un petit peu pop. Et voilà, c'est ça qu'on envoie, un maximum d'énergie sur scène et puis voilà. Vous êtes quand même des 4 Nissards. Vous jouez un peu à domicile là ? Là, à Monaco, on joue à domicile. C'est la première fois qu'on fait le Forum Grimaldi, donc c'est un vrai plaisir. Et puis oui, on joue à domicile, la Côte d'Azur, magnifique. Ces 4 potes ont sorti récemment un EP, Naikan. 5 titres avec une véritable signature sonore, des compositions puissantes et des textes affirmés, portés par la voix de Morgane. Notre EP, il a été conçu donc en Ardèche. C'est là qu'on fait nos EP et tout ce qui sort un peu du groupe, on le fait en Ardèche dans une maison de famille. Et en fait, c'était plus un EP sur l'introspection et justement ce cheminement vers aller mieux. Donc ça parle un peu de ça, il parle de ça, Naikan. Les projets, albums, EP, qu'est-ce que vous projetez de faire ? Là, on est sur un projet donc, qui est en finalisation. Donc, il devrait sortir mi-mars, fin mars. Ce prochain EP, il se veut un petit peu plus pop. Donc on a essayé d'aller voir un peu vers la pop. On l'a fait en été, cet EP-là, enfin pour l'été. Donc il se veut un petit peu plus pop. Mais sinon, ça garde la même énergie, ça garde le même mouvement. Et voilà, c'est Malt Liquor toujours. Premier Thursday Live Session de l'année pour le Grimaldi Forum. Et prochaine date, le 19 mars, avec de l'électro-rock teinté de groove et de funk, avec Radical Ronron, mené par l'énergique chanteuse Emily. Avant de refermer ce journal, un dernier hommage à Michel Giuliani qui nous a quittés mardi à l'âge de 71 ans. Une cérémonie s'est tenue ce matin en l'église Saint-Michel de Menton, ville où il était installé depuis de nombreuses années. Beaucoup de monde était présent, comme vous le voyez, pour saluer la personne et l'immense carrière de cette figure de la production télévisuelle à travers Canal 40, Nice Télévision et Azur TV, ou par ses 30 ans de production de matchs des Coupes du Monde et des Euros de football. Mais tous garderont en mémoire avant tout la générosité et la sensibilité de Michel Giuliani. D'aucuns diront que cette générosité vient forcément de Corse, d'où il était originaire, bien avant la Côte d'Azur. Et c'est justement sur l'île de Beauté que je vous propose de nous laisser, puisque c'est sa journée mondiale ce 9 janvier. Elle a été initiée en 2009 par le cinéaste Maga Ettori.
à l'occasion du centenaire de la naissance de la résistante Danielle Casanova. Et puisque la Principauté de Monaco et la Corse entretiennent des liens forts, à commencer par l'histoire de Sainte-Dévote, dont vous pourrez suivre les célébrations sur notre antenne le 26 janvier prochain. Voici un retour en images des plus marquants moments d'histoire entre les deux petits territoires voisins. Après ces images, ce sera la météo de Christine La Petite-Homelle et je vous retrouve ensuite pour l'après-JT de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, samedi 10 janvier, beau temps sur la Principauté, un ciel lumineux toute la journée avec des températures comprises entre 7 et 12 degrés. Des conditions agréables pour profiter du bord de mer, pourquoi pas. Et puis sinon, demain, nous fêterons la Saint-Guillaume, prénom porté par Guillaume Apollinaire, grand poète français, figure majeure de la modernité. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.